Bonsoir à toutes et tous. Donc, en tant que présidente de la section locale normande de la Société française de physique, je suis très heureuse de vous proposer 2 conférences normandes dans le cadre de la Nuit des Temps 2021. Une qui est donnée par Antonella Esposito de l'Université de Rouen sur le super pouvoir des vers et l'autre sur les trous noirs dans l'espace-temps normand, donnée par François de Oliveira du Gagny-Lacan. Donc, la section normande de la SFP se veut une vitrine de la physique en Normandie. Et avec ces 2 conférences, nous montrons un aperçu de la diversité des domaines de recherche en physique dans notre région. Cette Nuit des Temps 2021 en ligne sera prolongée en 2022 avec d'autres conférences et des événements festifs en présentiel cette fois. Je profite de cette introduction pour remercier l'ensemble de nos partenaires pour ce projet normand. Donc les 3 universités normandes, le Havre, Caen et Rouen, le CNRS et le CEA au travers du GANIL et de nos laboratoires de recherche, Sciences Action Normandie, l'Atrium à Rouen et le Dôme à Caen. Enfin, n'oubliez pas de participer aux quiz qui seront proposés à la fin de nos conférences pour gagner une tablette numérique offerte par la section locale. Donc je vous souhaite une bonne nuit des temps. Et ici à Rouen, j'ai le plaisir d'accueillir donc Antonella Esposito, qui est enseignante-chercheuse en sciences des matériaux au sein du groupe de physique des matériaux de l'Université de Rouen, qui est basée au Madrier. Donc Antonella travaille tout particulièrement sur les matériaux désordonnés, appelés vers, et elle étudie leurs propriétés particulières. Donc elle va nous montrer ce soir comment ces matériaux à l'état vitreux ont un super pouvoir. Donc ils peuvent être rajeunis à l'infini sans besoin d'inverser la flèche du temps. Donc je la remercie, je vous laisse l'écouter. Merci beaucoup Sandrine. Je ôte mon masque, ça va être plus simple. Donc, rajeunir sans remonter le temps. On va voir quel est ce super pouvoir des vers. Alors, la flèche du temps est une expression introduite en 1928 par Arthur Stanley Eddington pour décrire le phénomène du temps qui passe. En fait, cette expression recouvre l'ensemble de théories et hypothèses qui cherchent à expliquer pourquoi le temps s'écoule de manière unidirectionnelle et donc pourquoi le passage du temps est irréversible, avec une distinction nette entre passé, présent et futur. La flèche du temps fait partie des problèmes non résolus de la physique. Les équations fondamentales restent valables même lorsqu'on inverse le signe de toutes leurs variables. Seulement, le temps ne peut pas être inversé. Avouons-le, nous avons tous eu un moment dans notre vie où nous aurions voulu revenir en arrière dans le temps pour revivre certains moments, éviter des erreurs, refaire les tests de maths que nous avons ratés. Ce concept s'applique non seulement à la physique, mais aussi aux statistiques, à la cosmologie, et possède un lien très fort avec la philosophie et la psychologie, car la notion de temps est indissociable des perceptions humaines. Il existe à ce titre une théorie selon laquelle le temps n'est qu'illusion. Mais c'est indéniable. Au fil du temps qui passe, on vieillit, et ceci n'est pas une illusion. S'il est vrai que la notion du vieillissement, du temps qui passe, c'est un truc qu'on n'a pas jusqu'à 20 ans, il est aussi vrai que l'on vieillit, qu'on le veuille ou pas. On pourrait se consoler à l'idée que les émotions, elles, ne vieillissent pas. Mais est-ce un super pouvoir ? Pas vraiment. Que se passe-t-il exactement quand nous vieillissons ? Bien qu'on dise qu'à vieillir soit notre physique, ce qui nous fait suivre inexorablement la flèche du temps est un vieillissement chimique. Le vieillissement est l'ensemble des modifications diminuant progressivement, c'est-à-dire au cours du temps, les fonctions d'un organisme, d'un objet, d'un matériau, d'une information. En fait, tout vieillit. Il n'y a pas que nous. La plupart des cellules d'un organisme vivant ont une durée de vie maximale qui est génétiquement programmée. Pour certains, le vieillissement peut apparaître accéléré. Pour d'autres, on dirait qu'il est ralenti. Mais sa progression ne peut en aucun cas être arrêtée, encore moins inversée. Oui, la plupart des cellules de notre corps subissent une mort progressive et continue. Il est difficile de le croire, je sais, car on ne change pas d'un jour sur l'autre quand on se regarde au miroir. Mais il y a bien des cellules qui meurent
et qui sont parfois remplacées par des nouvelles cellules. Il s'agit donc d'une stabilité apparente. Cela ne se fait pas en un jour, bien sûr, mais notre corps est en état de renouvellement permanent, à une fréquence plus ou moins élevée en fonction des cellules. En fait, l'immense majorité de nos cellules sont plus jeunes que nous. Notre corps compte quelques 100 000 milliards de cellules, avec 250 types cellulaires différents, cellules du sang, de la peau, cardiaques, musculaires. Environ 20 milliards de ces cellules meurent chaque jour et sont bien évidemment remplacées. Les cellules ont des durées de vie variables, 3 à 4 semaines pour une cellule de la peau, 120 jours pour un globule rouge, 10 jours pour une cellule de la rétine, 400 à 500 jours pour les cellules du foie ou des poumons, et à peine 5 jours pour les cellules de l'intestin. Tout compte fait, la plupart des cellules du corps humain ont moins de 10 ans. Les plus vieilles ont 15 ans. Il y a seulement les neurones, en fait, les cellules du cerveau, qui ont le même âge que nous. Mais malheureusement, le renouvellement cellulaire n'empêche pas le vieillissement. Comment on puisse avoir un corps qui se renouvelle en permanence et pourtant vieillir, ça reste un mystère. L'homme a toujours été fasciné mais en même temps effrayé par le temps qui passe et le vieillissement. La fontaine de jouvence, qui était appelée aussi fontaine de vie ou d'immortalité, est le symbole le plus ancien et le plus répandu du perpétuel rajeunissement. Ce symbole remonte à la mythologie classique et a été repris par certaines religions qui ont mis en avant les notions de purification et de régénération. La fontaine de jouvence est censée guérir, redonner la jeunesse et ne plus jamais faire vieillir quiconque boive ou se baigne dans ses eaux. Ce mythe a traversé les siècles et les pays et continue encore aujourd'hui à inspirer des œuvres littéraires, des films et même des jeux vidéo. Le succès connu par le mythe de la fontaine de jouvence prouve bien que tout le monde voudrait vivre longtemps, mais en restant jeune et en bonne santé. Et alors, on cherche à tout prix à ralentir le processus de vieillissement. Mais comment ? En ayant recours à la cosmétique, aux soins anti-âge, aux techniques de relaxation par la méditation, à la thalassothérapie, en faisant du sport, en pratiquant le yoga, en mangeant plein d'aliments riches en antioxydants, bref, en prenant soin de son corps. Tout cela est important, bien sûr, car on sait désormais que l'on vieillit comme on a vécu. Notamment, le stress n'aide vraiment pas à bien vieillir. Il est vrai que la science-fiction nous a fait souvent rêver de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, remonter le temps. Vous connaissez peut-être l'étrange histoire de Benjamin Button. Benjamin est né vieillard et il a par la suite vieilli jeune, en allant à rebours des autres, de la nature, des ans. Il n'a eu qu'une vie, mais sa flèche du temps était d'une certaine manière inversée. D'autres films ont fait rêver de pouvoir remonter le temps. Le protagoniste du film Un jour sans fin est prisonnier du temps. Il revit tous les jours le même jour. Il n'en a pas le choix. Et si la vie vous réservait une seconde chance, voudrez-vous revivre le passé ? Bien sûr, tout le monde connaît les films Retour vers le futur. Qui ne connaît pas ? Un adolescent, Marty McFly, voyage dans le temps à bord d'une machine fabriquée par le docteur Emmett Brown, la désormais célèbre DeLorean, dans la tentative de résoudre certains paradoxes temporels. Et alors oui, les personnages de Retour vers le futur ont le pouvoir de remonter le temps, mais ils ne rajeunissent pas pour autant. Aucun des personnages de ces films ne rajeunit après avoir vieilli. Eh bien, les vers ont un super pouvoir qui va au-delà des romans et de la science-fiction. Ils peuvent rajeunir sans besoin d'inverser la flèche du temps, et ils peuvent le faire à l'infini. Mais je mentirais si je vous disais que les vers sont les seuls à pouvoir rajeunir à l'infini sans remonter le temps. Il existe une sorte de méduse, les Turritopsis nutricula, qui sont aussi connues sous le nom de polypes perpétuels. Ces méduses ont été découvertes par John Macready, pionnier de l'étude des hydrozoaires, en 1857. Le cycle de vie des hydrozoaires comprend en général 2 stades, celui initial de polype, ayant une forme fixe et accrochée au fond marin, et celui de méduse, ayant une forme libre. Il existe généralement une alternance entre phase polype et phase méduse. Turritopsis nutricula est une toute petite méduse originaire de la mer des Caraïbes. Comme d'autres méduses, et comme nous d'ailleurs, elle est capable de renouveler ses cellules. Mais en plus, elle a la particularité de revenir plusieurs fois du stade de méduse au stade de polype, ce qui la rend théoriquement immortelle.
Elle a donc le pouvoir d'inverser indéfiniment le processus de vieillissement. C'est incroyable, non? Des expériences ont montré que ce rajeunissement a lieu lorsque des conditions défavorables sont rencontrées par la méduse. Le stress, le manque de nourriture, une blessure, mais aussi la sénescence. Cette méduse ne connaît pas de mort naturelle. Alors, super pouvoir ou pas? Ces mécanismes si rares sont de nos jours étudiés par le professeur Kubota de l'université de Kyoto. Un jour, on arrivera peut-être à percer le mystère de ces petites méduses aux allures de super-héros. Au-delà du mythe et de la science-fiction, la biologie nous réserve vraiment des belles surprises. Mais la physique des matériaux n'en fait pas moins. Les super-héros de la jeunesse éternelle, pour les physiciens de la matière, ce sont les vers. Ah bon? Des vers super-héros donc? Non, pas vraiment ça. Mais où se cachent donc ces super-héros vitreux? Et à quoi ressemblent-ils? Dans une bouteille en verre, on a du verre, on est d'accord. Dans un verre aussi, on a du verre. Et la vitre d'une fenêtre est en verre, bien sûr. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les verres peuvent se cacher dans plein d'autres matériaux insoupçonnés. Dans une bouteille en plastique, par exemple, on retrouve une face vitreuse. Non, la composition chimique n'est pas la même que celle d'une bouteille en verre, mais son comportement physique en est proche. Quand on pense à un verre, on pense à un matériau dur, fragile et transparent, le plus souvent composé de dioxyde de silicium, le constituant principal du sable, et d'autres ingrédients appelés fondants. Cette définition est celle du sens commun, et c'était aussi celle des scientifiques jusqu'au XIXe siècle. Dans le passé, les verres silicatés étaient pratiquement les seuls matériaux transparents que l'on savait produire industriellement. Et encore aujourd'hui, ce sont les verres produits en plus grande quantité, pour les vitrages, la vaisselle et la verrerie de laboratoire notamment. Dans le langage courant, cette définition persiste. Mais depuis les années 1920, les scientifiques ont constaté et mis en évidence par diffraction des rayons X qu'une des spécificités des verres était l'absence de structure cristalline. Cette spécificité caractérise non seulement les verres transparents, mais tous les matériaux amorphes. La définition de verre a donc été élargie à tout solide non cristallin ayant ce que l'on appelle une transition vitreuse. La silice que l'on retrouve dans un verre sodo-calcique, donc, ce n'est pas de la silice cristalline qui est ordonnée, mais de la silice vitreuse qui est désordonnée. Aujourd'hui, on fabrique des verres artificiels qui peuvent être minéraux, mais aussi métalliques et organiques. Certains de ces verres ne sont pas transparents, du moins pas dans le visible. C'est le cas des verres de chalcogénure, utilisés pour les lentilles des caméras infrarouges à vision nocturne. Mais il existe aussi des verres naturels, distingués en verres biologiques, comme l'ambre par exemple, et verres géologiques, comme l'obsidienne. Alors, qu'y a-t-il dans la bouteille en plastique? Il y a des polymères composés de macromolécules qui s'apparentent à des longs colliers d'atomes enchevêtrés, comme un tas de spaghettis. Là, vous le voyez bien, il y a du désordre. Il y a donc plein de substances solides et désordonnées qui n'ont pas la composition chimique du verre, mais qui ont le même comportement physique. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début, la notion de flèche du temps. En physique, il est utile de se référer à la flèche du temps thermodynamique. Elle permet de donner un sens au temps grâce à l'entropie, une grandeur thermodynamique étroitement liée à la notion de désordre. Selon la flèche du temps thermodynamique, votre chambre est destinée à passer de ça à ça, et c'est inéluctable. L'inverse est décidément moins probable. En fait, laissez-moi vous révéler un secret. Vous avez le super pouvoir de faire baisser l'entropie de votre chambre. Hein. Il suffit de le vouloir. Attention, la flèche du temps thermodynamique n'est pas éternelle. L'entropie ne peut pas augmenter indéfiniment. Elle finit forcément par trouver un équilibre. Et généralement, pour trouver un équilibre, les systèmes cherchent à minimiser les excès d'énergie. L'énergie d'un système thermodynamique est souvent représentée par l'enthalpie. Le niveau de désordre dans un matériau se manifeste entre autres par des variations de volume spécifiques. Des vêtements mal rangés prennent beaucoup plus de place par rapport à des vêtements bien rangés. Suivons donc la dépendance de l'enthalpie et du volume spécifique en fonction de la température. Les verres sont traditionnellement travaillés à partir des hautes températures, quand ils sont à l'état liquide. Un liquide chaud qui commence à refroidir peut, à un moment donné, s'arranger en un solide cristallin ordonné.
La température correspondante est appelée température de fusion. Si le refroidissement continue sans que le liquide cristallise, le matériau finit par être figé dans un état solide non cristallin désordonné, c'est-à-dire amorphe. On obtient alors un verre, un de nos fameux verres super-héros. Mais vous le savez, tous les super-héros ont un point faible. Pour Superman, c'est la kryptonite. Voilà que nos verres ont une faiblesse aussi. À basse température, c'est-à-dire en dessous de la température de transition vitreuse, à cause du désordre, les verres se retrouvent avec un excès d'énergie dont ils veulent absolument se libérer. L'excès d'énergie, ça les stresse. Et le stress, on le sait bien, ça fait vieillir. Souvenez-vous, les verres organiques composés de polymères, c'est-à-dire les matériaux plastiques, sont désordonnés comme des plats de spaghettis cuits. Imaginez un bon plat de spaghettis bien chaud. Imaginez maintenant de vouloir le refroidir et puis de le congeler. Les spaghettis se retrouvent ainsi figés, mais toujours désordonnés. Rien à voir avec l'alignement parfait des spaghettis avant cuisson. Mais revenons au stress et au vieillissement. Plus le refroidissement du liquide est rapide, plus le verre sera stressé. L'excès d'énergie sera grand et le verre vieillira plus et plus rapidement. À l'opposé, si le refroidissement du liquide est lent, le verre sera décidément plus zen. Son excès d'énergie sera plus petit et il vieillira moins et plus lentement. Je vous l'avais dit, on vieillit comme on a vécu. Et le stress n'est bon pour personne. Mais alors, c'est quoi ce fameux super pouvoir des vers? Pour étudier le comportement des vers super-héros, il faut bien entendu avoir des super pouvoirs. Les scientifiques disposent aujourd'hui d'outils incroyables permettant de refroidir la matière jusqu'à 240 000 degrés par minute et de la réchauffer à plus de 2 millions de degrés par minute. Refroidissez un liquide à la vitesse de Flash Gordon et vous obtiendrez un verre très stressé. À cause du stress, votre verre vieillira beaucoup et rapidement. Mais si vous le réchauffez, votre verre vieilli et stressé fera de la relaxation et rajeunira. Et si on fait attention à ne pas modifier la chimie, un verre peut ainsi vieillir et rajeunir un nombre infini de fois. Ça ne vous rappelle rien? Bon donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Merci. Merci Antonella pour cette jolie présentation et pour les super pouvoirs des vers. Donc j'avais quand même quelques questions si tu veux bien. Avec plaisir. Donc tu parles de super pouvoirs, mais est-ce qu'on peut vraiment les faire à l'infini, vraiment, vraiment? Et est-ce que ça a un lien avec ce qu'on appelle le recyclage de ces matériaux? Oui, alors il est vrai qu'il faut faire attention à certaines choses. Je parlais de la Turritopsis nutricula. Je disais qu'elle était immortelle. Elle ne connaît pas de mort naturelle. Pourtant, il y a bien des risques qu'elle peut courir. Elle peut avoir des prédateurs. De la même manière, les vers peuvent être rajeunis à l'infini à condition de ne pas les soumettre à certains stress différents, par exemple de nature chimique, qui pourraient en altérer la composition. Dans ce cas-là, effectivement, ce ne sera pas possible. Mais au niveau du recyclage, effectivement, c'est possible de redonner certaines propriétés à un matériau en lui faisant faire des cycles thermiques, par exemple, en faisant attention, bien sûr. Et donc, merci. Dans ce processus, tu parles de vitesse de refroidissement qui sont importantes. Tu dis 240 000 Kelvin par minute. Tu peux nous en dire plus sur les moyens qui sont utilisés pour faire ça? Avec vraiment grand plaisir, parce que c'est une des techniques d'analyse thermique les plus avancées de nos jours. En fait, cela consiste à poser un échantillon extrêmement petit, donc ça fait à peine quelques dizaines à centaines de nanogrammes, qu'on ne peut pas peser évidemment parce qu'on n'a pas de super balance, mais on le découpe sous loupe binoculaire et puis on vient le déposer à l'aide d'un petit poil de pinceau au-dessus d'un microchip qui fait à peine quelques centaines de microns de diamètre. Et le fait d'avoir un matériau aussi petit et de le soumettre à un programme thermique permet de le chauffer à des vitesses incroyablement grandes, et de même pour le refroidissement, parce qu'en fait les polymères, ces fameux verres macromoléculaires, sont isolants. Donc, ils chauffent très mal. Mais si on les fait tout petits, à ce moment-là, ils peuvent chauffer vraiment très, très rapidement. D'accord.
Ok. Et donc, c'est des moyens que tu as ici Exactement, dans nous ton disposons laboratoire. de cette machine et c'est pour notre plus grand plaisir pour la recherche. D'accord. Et maintenant, si on ne rajeunissait pas ces matériaux, quelle serait leur durée de vie en général et qu'est-ce qui va se dégrader dans leurs propriétés? Alors ça, c'est une grande question qui fait que certains matériaux deviennent désuets au bout d'un certain temps, en fait, certains objets. Alors, mis à part le vieillissement chimique dont on a parlé, on sait tous que les objets peuvent prendre une coloration jaunâtre, peuvent s'abîmer différemment, peuvent s'effriter. Mais même s'ils conservaient leur chimie, le vieillissement physique peut provoquer une fragilisation, ils peuvent devenir un peu plus cassants. Ils peuvent, voilà, tout simplement, un matériau, un objet qu'on pouvait plier simplement pourrait devenir désormais impossible à plier parce qu'il casserait. Donc, c'est une question difficile qui concerne vraiment les verres parce que vous avez vu, hein, les spaghettis, c'est bien désordonné, mais leur arrangement dans l'espace change quand même avec le temps. Et c'est surtout lié à ça, ces états d'énergie, qu'on voit à l'évolution des propriétés en fait. Mais néanmoins, si on chauffe un matériau qui est amorphe, on lui fait faire des cyclages thermiques, il peut retrouver toute sa jeunesse. Et c'est ça justement l'intérêt en fait. Ok, merci beaucoup Antonella pour ces clarifications et pour ce très bel exposé vraiment. Donc Antonella a également préparé un quiz en lien avec cet exposé. Donc si vous souhaitez y participer, il faudra envoyer vos réponses à sectionnormandie@sfpnet.fr, donc en spécifiant votre nom et prénom et en indiquant quiz super pouvoir des Verts. Donc vous avez jusqu'au 27 mars pour transmettre vos réponses et nous ferons un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et nous communiquerons les résultats début avril. Donc je laisse à Antonella le soin de présenter toutes ces questions. Il y aura 5 questions effectivement. Alors, on va commencer. Donc la question numéro 1. De toutes les cellules de notre corps, lesquelles sont les plus âgées? Réponse A, les cellules du cerveau. Réponse B, les cellules de la peau. Question numéro 2. Si les vers avaient une chambre, comment serait-elle? Ordonnée ou désordonnée? Question numéro 3. Qu'est-ce qui fait vieillir les vers? Réponse A, le stress et l'excès d'énergie. Ou l'usage et le chauffage. Question 4. Un polype peut devenir méduse et vice-versa à l'infini. Est-ce vrai ou faux? Enfin, la dernière question. Les vers organiques, donc les polymères, les matériaux plastiques, ressemblent à? Réponse A, un plat de spaghettis cuit. Ou réponse B, des spaghettis crus. À vous de jouer maintenant et bonne nuit des temps à tous. Merci.